J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Justine. Merci beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Écoute, ça va super. Merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui et j'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, je vais très bien, merci. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, nous on se connaît déjà un petit peu, mais pour les gens qui ne se connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, comment tu t'es lancée et surtout pourquoi? Enfin, me poser un peu le cadre, je dirais. Yes, ça marche. Bah, écoute, moi j'ai 25 ans, enfin à vrai dire je suis plus sur les 26 que sur les 25 et je me suis lancée en auto-entreprise en 2021, fin 2021. Suite voilà, à diverses expériences professionnelles qui ont été plus ou moins catastrophiques. De base, j'ai plutôt un parcours juridique, mais j'ai aussi beaucoup bossé avec les startups. Donc, du coup, c'est ça qui m'a donné le goût d'entreprendre et c'est ça qui a fait que voilà, Bouge ta com a vu le jour en fin 2021. Et au départ, je me suis vraiment lancée sur le coaching Instagram, le consulting Instagram. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que voilà, il y avait aussi une dimension marketing, une dimension business que les gens ne maîtrisaient pas, en tout cas que les entrepreneurs, les solopreneurs ne maîtrisaient pas et qui était aussi souvent à l'origine du fait qu'il n'y a pas de résultats sur Instagram. Donc du coup, j'ai pivoté un petit peu mon activité et maintenant, ça fait plus d'un an que je suis vraiment sur la partie business, marketing, communication Instagram et du coup aussi vente. Donc voilà. Et depuis maintenant octobre 2022, j'ai aussi cette casquette de formatrice qui vient s'ajouter un petit peu à ma casquette de coach et de mentor. Et je suis formatrice sur les réels Instagram, ce format un petit peu en vogue qui cartonne. Voilà, j'ai lancé ma formation en octobre. Ouais, et tu as beaucoup de casquettes, moi je le savais déjà, mais tu as beaucoup de casquettes et tu as développé beaucoup de choses en très peu de temps, mine de rien. Et surtout, tu crées beaucoup de contenu. Quelle est aujourd'hui la place du contenu au sein de ton business? Est-ce que tu es exclusivement et uniquement sur Instagram ou est-ce que tu as d'autres choses? Et comment tu as réfléchi un peu ta stratégie vu que tu le disais, c'est bien au-delà de juste d'être sur Instagram, il y a toute une stratégie derrière. Toi, comment tu fais au sein de ton business? Pour répondre à ta question, le contenu dans mon business, il occupe énormément de place, forcément, parce que j'ai pas de site internet, j'en ai jamais lancé un, et j'ai communiqué directement sur Instagram. C'est vraiment la première chose que j'ai faite, et c'est clairement ce qui m'a apporté les trois quarts de mes clients aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Si on vient me voir, les trois quarts du temps, c'est à travers Instagram en fait. On m'envoie finalement très peu de mails, j'ai pas de site internet, etc. Donc je suis pas visible en soi sur Google, mais par contre sur Instagram, effectivement, c'est ce qui m'apporte le plus de clients. Et il y a aussi ce bouche à oreille qui se fait énormément parce que forcément, au début, quand tu te lances, bah, c'est toi qui vas chercher des prospects, c'est potentiellement des gens qui viennent à toi, mais ils te découvrent comme ça. Et là, aujourd'hui, maintenant, il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Je récupère des gens qui étaient dans d'autres coachings, qui étaient déçus, etc. Ou bah, des personnes qui ont entendu parler de moi, de ce que je fais, etc. Donc oui, il y a beaucoup de bouche à oreille à travers tout ça. Mais clairement, Instagram, c'est un gros pilier de ma stratégie dans mon business. J'utilise pas que ça, j'ai aussi un canal de communication à travers une newsletter et j'ai des pages de vente et j'ai ma formation, etc. Mais effectivement, si aujourd'hui j'en suis là, c'est en grande partie grâce à Instagram et au contenu que j'ai créé bah, depuis plus d'un an et demi maintenant. Bah, après, tu disais que c'était aussi beaucoup de bouche à oreille, mais je suis également convaincue que c'est grâce aussi au travail que tu as fait, puisque en fait, mine de rien, si on regarde bien quand on fait la réflexion de qu'est-ce qu'on veut acheter, vers qui on veut se tourner, etc., on regarde toujours ce que fait la personne. Et c'est vrai que toi, tes résultats sont quand même ouf. Du coup, bah, forcément, tu as envie de te dire, si elle arrive à le faire pour elle, elle pourra le faire pour moi. Et c'est un peu toujours, tu vois, ce que je dis, tu peux pas devenir web designer si t'as pas de site internet. Tu Ah peux pas bah, c'est clair. même si t'as pas un blog ou un truc qui alimente, quoi. Donc, et ça peut paraître très évident, mais aujourd'hui, en 2023, croyez-le, c'est pas aussi évident que ça. Du coup, c'est bien, tu vois, que tu es ta propre vitrine, en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui attire beaucoup et qui rassure. Est-ce que quand tu réfléchis à tes sujets, tu réfléchis toujours par rapport à toi ou tu réfléchis par rapport à ce que veut ta cible? Ou est-ce que tu as trouvé un équilibre entre les deux, entre le kiff et un peu le business, entre guillemets? Honnêtement, j'ai trouvé vraiment un équilibre parce que pour moi, créer du contenu uniquement pour tes clients, mais vraiment de jamais penser à toi, à ce qui aussi te fait kiffer,
ça va fonctionner un temps et puis au bout d'un moment, tu vas te perdre dans ton propre contenu, tu vas pas prendre de plaisir à en créer. Donc vraiment, pour moi, c'est les deux. C'est vraiment évidemment partir de ta cible, c'est-à-dire moi, je réfléchis vraiment à qui elle est, ce dont elle a besoin, quels sont ses objectifs, quelle est sa vision, enfin vraiment, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut atteindre. Donc vraiment, je pars de là parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus créer du contenu juste pour le kiff. Quand on a un business, voilà, c'est super important. Donc, évidemment, je la questionne régulièrement, que ce soit en story, que ce soit en message, en coaching. C'est vraiment d'identifier de ce dont elle a besoin, très clairement. Et en même temps, je crée aussi du contenu, des choses qui me font plaisir. C'est pour ça que j'utilise beaucoup des choses de la vie de tous les jours, des choses de mon histoire, des choses de l'histoire de gens qui m'inspirent, etc. J'inclus aussi, tu vois, des choses qui me plaisent. Donc évidemment, il y a un petit peu cette dimension des deux, mais il faut être évidemment très à l'écoute de ton marché, de ce qui se fait, de ta cible. Voilà, moi, je sais que je m'inspire aussi beaucoup de ce qui se fait autour de moi. Je regarde un peu les comptes anglophones, etc. Et je réfléchis vraiment à l'objectif de chaque contenu. Je me dis à quoi est-ce qu'il va servir. Donc ça, c'est vraiment pour moi les indispensables. Et en termes de vidéo, de production vidéo, puisque bah, toi, tu fais exclusivement des réels, est-ce que au début, tu étais quand même assez à l'aise avec ce format-là, ou est-ce que dès le départ, tu as ressenti quand même qu'il y avait certaines barrières, puisque je pense que tu le sais mieux que moi, mais et je m'inclus également dans ce groupe-là. Les gens sont rarement à l'aise en vidéo. On a toujours un peu peur ou d'être ridicule ou de prendre 10 ans à créer un réel, ou même juste tout simplement à ne pas être confortable. Toi, dans ton cas, est-ce que tu t'es senti à l'aise directement ou dès le début, tu as senti quand même qu'il pouvait y avoir certaines barrières, qu'il était important que tu colmates tout au long de tes accompagnements, mais également dans le cadre de ta formation? Honnêtement, je dirais quand même que ça a été progressif. J'ai quand même été à l'aise à l'idée d'en faire assez rapidement. C'est-à-dire que dès que j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai commencé à en faire. Mais si on va regarder mes tout premiers réels, je suis pas aussi à l'aise que maintenant. En fait, je pense que je me suis vraiment dévoilée. Je me suis révélée, je pense aussi à travers les réels. Donc ça n'a pas forcément tout été facile. Je limitais, tu vois. Je réfléchissais à ce que j'allais montrer, ce que j'allais pas montrer aussi. Et donc, oui, j'avais quand même certaines limites. J'ai jamais eu trop peur de me montrer, même si effectivement, je sais que c'est une des grosses problématiques pour les gens qui voilà, hésitent à faire des réels. C'est la peur de se montrer, la peur aussi d'essayer de nouvelles choses, parce que c'est un nouveau format en fait. Ça nécessite aussi, tu vois, de développer certaines compétences techniques qu'on n'a pas forcément parce qu'on a l'habitude de créer de la photo, on a l'habitude de créer des visuels sur Canva, mais la vidéo, c'est pas un truc que tout le monde sait faire. Et donc, nécessairement, tu vois, c'est un peu en format nouveau et il y a un petit temps d'adaptation, on va dire. Si, en termes de barrière, je pense qu'il y a un petit temps d'adaptation, le temps, tu vois, de créer des nouvelles habitudes. Parce qu'une fois que c'est fait, une fois que tu sais comment ça fonctionne, que tu as développé certaines compétences techniques, je rassure, c'est vraiment simple. C'est pas, on ne demande pas de devenir un monteur vidéo, on ne demande pas de faire des films, des courts-métrages, etc. Non, mais en fait, voilà, il y a quand même certaines compétences techniques. Après, d'un point de vue barrière, je pense qu'il y a aussi, tu vois, le fait que ce soit pas un format magique. Mm. Je pense que si on fait des réels, c'est pas, il faut pas en faire juste parce qu'on a vu que ça fonctionnait chez la voisine. Et que tout le monde sur les comptes de coach Instagram, tout le monde dit il faut faire des réels, visibilité, visibilité. Ok, d'accord, mais en fait il faut réfléchir quand même à est-ce que déjà c'est un format qui me correspond et ensuite bah, mettre du sens en fait derrière tout ça et effectivement mettre en place des actions concrètes, des stratégies. Pourquoi je décide d'inclure les réels, qu'est-ce que je cherche à montrer, etc. Et après voilà, laisser aussi le temps, tu vois, de laisser arriver les choses parce que on pense que du coup, comme c'est un format magique, on va faire un réel Mm. et d'un coup, notre compte, il va exploser, on va devenir voilà, internationalement connu, etc. Non, en fait, à un moment donné, il faut aussi savoir être patient. C'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Mais j'ai envie de dire, comme avec n'importe quel autre type de contenu et Ouais. comme dans le business en général, en fait, C'est ce que il faut j'allais dire. savoir. Exactement ce que j'allais dire. Effectivement, en fait, je pense qu'il y a une mauvaise perception de ce format-là. Parce que tu sais, quand il a été lancé, et on le sait tous, Instagram, quand il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, il le met grave en avant pour justement motiver les gens à en faire, les rester, etc. Et en fait, vu que c'était hyper inspiré de TikTok, tout le monde s'est dit, ben, je vais au moins essayer. J'ai essayé sur TikTok, j'ai pas aimé la plateforme, j'adore Instagram, ça se trouve, je vais le faire. Et en fait, il y a eu tellement de visibilité que ben, je pense que en interne, Instagram déjà a mis des barrières.
Et de deux, Mhm. le jeu du business, c'est pas vraiment ça. Enfin, et d'ailleurs, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que tu disais, les réels, ça peut permettre d'atteindre beaucoup de gens à partir du moment où on fait preuve de patience, etc. Et on le sait Mhm. aujourd'hui sur Instagram, c'est vraiment, selon moi en tout cas, l'un des seuls formats qui permet d'attirer du monde et d'être vu. C'est pas grâce à un carrousel qu'on va être vu dans l'Explorer. Il faut remettre un peu. Franchement, ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un de mes carousels soit vraiment Ah beaucoup ouais. mis en avant. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est vrai qu'on va dire que t'as cette porte d'entrée qui est un peu plus facile avec les réels. Mais encore une fois, ça, c'est des données. Il faut faire attention à ça parce que Mm. tu peux avoir 100 000 vues sur un réel et en même temps, il n'y a personne qui te contacte derrière. C'est juste des Exactement. gens qui ne te connaissent pas. C'était là où je voulais en venir. Toi, déjà, tu crées de la vidéo, donc tu penses, enfin, je pense que tu as peut-être plus de liens et de relations du coup avec les gens et c'est plus humain, en tout cas, ça c'est sûr. Mais comment toi tu fais pour attirer les bonnes personnes? Parce que du coup, tu vas avoir des gens qui peuvent découvrir ton compte, mais qui n'ont probablement ou c'est pas le bon moment pour eux, ou parce qu'ils ont regardé un truc business et du coup ils sont tombés sur toi, mais c'est pas forcément un truc qui va les intéresser. Comment toi tu fais aujourd'hui pour être sûr de tu peux jamais réellement être sûr, mais d'avoir des résultats grâce au contenu que tu vas créer à travers les réels. Bah, c'est un petit peu en lien finalement avec ce qu'on disait au départ, c'est vraiment de se dire, je vais pas créer du contenu euh, basique sans jamais regarder ce qui m'entoure et sans jamais m'intéresser à ma cible. Pour moi, la meilleure manière d'être remarqué grâce à ton contenu et d'être remarqué par ta cible, c'est Mhm. justement de parler à ta cible, tu vois. C'est justement d'aller chercher à la connaître, mais pas à la connaître, genre j'ai deux, trois infos sur elle. Non, vraiment, faut faire... Enfin, pour moi, plus tu vas la connaître, comme si c'était ton meilleur pote. Et si tu la connais de cette façon-là, tu vas pouvoir mettre le doigt sur ce dont elle a besoin précisément. Tu vas pouvoir utiliser son vocabulaire. Et c'est ça, en fait, qui va faire que dans ton réel, bien évidemment, dans la structure, comment tu vas accrocher les premières secondes, les dernières secondes, il y a vraiment une structure importante à respecter dans les réels. Et plus tu vas mettre le doigt directement sur ta cible, sur un de ses besoins, une de ses problématiques, etc., plus, en fait, bah, quand elle va tomber sur toi dans l'Explorer parce qu'elle elle consomme globalement ce type de contenu-là, puis elle va se dire, ah, mais c'est un message pour moi, ok. Puis du coup, bah, elle va regarder ce que tu dis. Potentiellement, elle va aller sur ton compte, regarder un petit peu ce que tu fais, se renseigner sur Mhm. toi. Et c'est vraiment un petit peu, on va dire, une première porte d'entrée, un premier pas qu'elle fait vers toi. Après, elle s'abonne, elle vient discuter avec toi, elle vient commenter. Et après, voilà, en fait, tu commences à créer cette relation, comme tu disais, de confiance. Et de toute façon, c'est ça qu'il faut. S'il n'y a pas de relation de confiance aujourd'hui entre l'entrepreneur qui vend ses produits, qui vend ses services et la cible qu'il veut atteindre, il n'y aura pas de vente en fait. En plus, surtout quand on voit aujourd'hui sur quasiment n'importe quel type de marché, il y a énormément de concurrents, il y a énormément de monde. Donc, il faut déjà de un, réussir à se démarquer et de deux, il faut parler vraiment à ta cible. Pour moi, je dis souvent qu'il faut la toucher en plein cœur, un Mhm. peu comme un Cupidon, tu vois. Et quand tu arrives à faire ça, eh ben, je pense que du coup, tu vois, tu as vraiment bah, en fait, enlevé les barrières et tu commences le processus, tu commences finalement, tu vois, le parcours client et petit à petit, le chemin en fait vers ton client qui va acheter tes offres, quoi. Ouais, c'est en fait, selon toi, la première étape déjà pour surtout adopter un bon discours commercial dans les réels, puisqu'effectivement, c'est bien, tu vois, de montrer sa vie, de montrer, d'avoir du contenu vraiment plus inspirationnel. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour, au-delà des termes que tu vas utiliser, comment tu fais pour être sûr d'avoir un bon discours commercial dans ton réel? Est-ce qu'il y a une trame, tu disais, il y a une trame spécifique, donc est-ce que tu vas parler de tes offres à la fin directement sur la vidéo? Est-ce que tu vas en parler en description? Parce que je sais que c'est une question qui revient très souvent de se dire où est-ce que je mets l'info? Est-ce que je la mets sur la vidéo? Est-ce que je la mets en dessous? Qu'est-ce qui va faciliter l'expérience utilisateur? Toi, quelle est la technique que tu recommandes par rapport à ça? Voilà, la technique que je recommande, c'est effectivement, dans un premier temps, d'attirer avec des mots-clés, avec une phrase d'accroche simple, pas un truc très compliqué, un truc simple qui reprend vraiment le vocabulaire de ta cible pour qu'elle elle comprenne, en fait. Parce que si tu mets du vocabulaire technique, déjà, c'est mort. Il faut vraiment se mettre à sa position et vulgariser un maximum, bah, en fait, les propos que tu vas utiliser. Et donc, l'attirer en mettant en lumière vraiment un besoin,
ou une problématique. Mhm. Et ensuite, si tu veux, donner de la valeur, vraiment donner de la valeur. Donc ça, on était sur la première étape, c'était vraiment l'accroche. Ensuite, donner de la valeur. C'est un petit peu comme un sandwich. Et donner de la valeur, c'est le truc qui est au milieu. C'est vraiment de se dire, OK, tu as identifié un besoin, tu as identifié une problématique, maintenant viens donner un peu de contenu. Parce que juste dire, ah bah, tu as cette problématique-là, rejoins mon programme. En fait, non, parce que là, du coup, c'est purement commercial. Il faut être un peu plus smart et du coup, donner déjà des pistes, impulser des déclics, donner un peu de valeur, des conseils, voilà, ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, impulser sur notre offre, sur comment est-ce que nous, on peut les aider. Et donc là, c'est là que tu vas mettre en avant la transformation de ton offre, les bénéfices de ton offre, ta proposition de valeur, etc. Et du coup, toujours mettre, tu vois, ça sous forme d'incitation à l'action. Et moi, je sais que, en tout cas, si l'objectif de ton réel, c'est vraiment, par exemple, de vendre ce produit-là, cette offre-là, etc., en fait, il faut tout simplement mettre un call to action qui colle avec cet objectif-là, quoi. C'est-à-dire, rejoins mon programme ou lis la légende, j'ai la solution pour toi. Enfin, tu vois, ce genre de choses-là. Et après, effectivement, dans ta légende, par exemple, venir un peu plus bah, parler de ton offre, un peu plus que simplement juste rejoindre mon programme, etc. Tu vois, venir donner un peu des infos un peu plus concrètes, venir dire où est-ce que je peux me renseigner sur cette offre, où est-ce que je peux aller l'acheter, etc. C'est vraiment du coup un travail global. C'est Ah que oui, le compte Instagram doit être hyper bien c'est un peu comme quand tu fais de la pub. Quand tu fais de la pub vers un site internet, le site internet, il doit être carré, ça doit fonctionner de ouf. C'est exactement la même chose là pour Instagram, du coup. ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se dire, bah, par exemple, tu vois, euh, à travers un de tes réels, mettre en avant une problématique, faire rebondir sur tes offres, inciter à l'action, et par exemple, tu vois, à la fin, dire, bah voilà, toutes les infos sont dans ma story à la une. Ça veut dire que ça nécessite quoi? Que tes stories à la une, elles soient bah, parfaites, quoi, qu'elles soient mises en place, que ça parle de ton programme, qu'il y ait des liens, etc. En fait, vraiment, il faut savoir un truc sur Instagram, c'est que, et ça vaut pour les réels, et ça vaut pour les sites internet, ça vaut pour tout, il faut penser au parcours utilisateur, au Mm. parcours de la personne qui arrive sur ton compte. Et moi, je dis toujours un principe, c'est que elle doit pouvoir trouver toutes les informations, même si il est 2 heures du mat et qu'elle est au fond de son lit et que toi, tu es en train de dormir, ou alors qu'elle est à l'autre bout de la planète. Elle doit pouvoir trouver suffisamment d'informations qui lui donnent envie, soit de t'écrire, soit Mm. de commander directement, soit de répondre à un questionnaire, de prendre un rendez-vous, peu importe. Mais elle doit avoir des infos, en fait, peu importe l'heure du jour ou de la nuit qu'il est, quoi. Et qu'est-ce que tu aurais à dire et à répondre aux gens qui tapent beaucoup, trop, sur les doigts de l'algorithme Instagram, de dire que ben, aujourd'hui déjà, effectivement, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de modifications et on y reviendra un peu tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est réellement de la faute de l'algorithme si les gens sont pas visibles ou c'est, et je pense déjà connaître la réponse, mais la faute de la stratégie de contenu ou peut-être du support ou de la communication qu'il y a derrière qui pose problème aujourd'hui? Moi, je pense que les gens qui disent que le problème c'est Instagram, que le problème c'est l'algorithme, c'est des gens qui déjà ne savent pas trop qu'est-ce que c'est l'algorithme et comment est-ce qu'il fonctionne déjà à la base. Vraiment, l'algorithme d'Instagram, comment il fonctionne, il met le bon contenu en face de la bonne personne. C'est ça en fait, c'est purement ça. Pourquoi? Parce que l'objectif d'Instagram, c'est une entreprise comme une autre, c'est que les utilisateurs passent du temps sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qui va être mis en avant? Ce que tu as envie de voir. Et donc, vraiment, je pense que le fait de tout remettre sur l'algorithme et sur Instagram, c'est simplement une excuse en fait. C'est une excuse qu'on se donne pour se rassurer, pour se dire que le problème ne vient pas de nous, que ça vient pas de notre contenu, que nous, on crée du contenu qui est génialissime et que Instagram est nul. Mais moi, je pense que pour évoluer, il faut aussi, et dans le business, c'est pareil, hein, il faut aussi savoir reconnaître que tout n'est pas parfait, qu'on ne maîtrise pas tout, qu'il y a des choses qu'on fait peut-être mal, et c'est pas grave, on est là pour apprendre, c'est le process. Mais je veux dire, voilà, je pense que si on campe sur nos positions, que on passe notre temps à toujours détester l'algorithme Instagram, à toujours voilà, rejeter la faute sur les autres, en fait, déjà de un, on se met dans une mauvaise énergie, et de Ouais. deux, c'est pas comme ça qu'on va faire évoluer son business. Et honnêtement, si je peux rajouter un petit truc, c'est vraiment que enfin, pour moi, Instagram, ça reste vraiment un outil qui est gratuit. Et ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils l'ont oublié. Mm. Mais moi, j'ai pas de site internet, par exemple, donc j'ai pas payé de web designer, je paye pas de nom de domaine, etc. Je paye pas tout ce genre de modifications. Donc, je communique que sur Instagram quasiment. Et Instagram m'a rapporté les trois quarts de mes clients.
Mm. Donc, je veux dire, à un moment donné, et j'ai rien payé pour être sur Instagram. Donc, je pense qu'il faut aussi mesurer et se dire qu'on a de la chance de pouvoir communiquer sur un réseau comme ça, de pouvoir être en direct de notre cible, de pouvoir la toucher, de pouvoir Ouais. parler de nos offres et tout. Je veux dire, si demain vous payez un commercial pour aller démarcher, il va falloir payer. Si vous prenez une publicité, vous voulez faire des affiches, il va falloir les payer. Donc, en fait, vraiment, je me dis que qu'il faut relativiser Ouais, et c'est qu'il vrai. faut juste se remettre un peu en question et se dire que on apprend et que tout n'est pas définitif et que vraiment on peut changer des choses pour que justement on obtienne des vrais résultats. Merci d'avoir mis le doigt sur ça parce que c'est vrai que plus d'une fois, en fait, on oublie qu'on ne paye pas la plateforme et ça nous permet de développer une communauté, de développer un business, de parler avec des gens qui peuvent avoir un certain intérêt pour notre offre ou même juste avec notre contenu. Donc, merci en fait de rappeler ça parce qu'effectivement, c'est vrai que beaucoup de fois, la plateforme, ça tire les foudres et j'en suis la première à parler d'Instagram parce que pour moi, c'est pas quelque chose de trop fiable sur la longueur, mais ça, c'est un autre débat. Mais vraiment, merci de le faire parce que je pense que c'est important que les gens l'entendent. Toi, aujourd'hui, comment tu fais, du coup, vu que tout ton business tourne autour de ce réseau social, comment tu fais pour anticiper un peu les mises à jour? Parce que ben là, récemment, il y a eu une annonce comme quoi ils allaient revenir un peu en arrière et revenir un peu à une plateforme photo. Dans 6 mois, ils vont nous pondre une nouvelle nouveauté. Et dans un an, ça se trouve, la plateforme ne ressemblera plus du tout à ça. Toi, comment tu fais déjà? Est-ce que déjà tu les anticipes? Est-ce que tu as une source d'information qui te permet d'avoir les données avant et de pouvoir réfléchir, etc. Ou est-ce que tu le fais vraiment au feeling et tu prends un énorme plaisir à créer du contenu vidéo et tu vas continuer? Comment tu perçois tout ça un peu? Alors bon, déjà, je tiens quand même à te dire que effectivement, je communique la plupart du temps sur Instagram, mais j'ai aussi, heureusement, ma newsletter. C'est effectivement cette adresse C'est mail bien de qui le dire. m'appartient. C'est Voilà. très très bien de le dire. Écoutez bien ce qu'elle vient de dire. Elle n'a pas qu'un compte Instagram, elle a aussi une newsletter. Ouais. Important de le souligner. Ouais, c'est super important parce que je sais qu'il y a déjà eu des bugs, et Mm. des plusieurs jours où Instagram a planté et en même temps ça pourrait arriver. J'ai même envie de dire que ça pourrait arriver qu'un site web. Donc en fait, bon, effectivement, c'est toujours cool d'avoir plusieurs canaux de communication et c'est vrai que les adresses mail, pour le coup, c'est un truc, il y a peu de chances que ça bug et que ça plante et que tu puisses plus jamais écrire à tes abonnés, etc. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi à côté. Maintenant, pour ce qui est d'Instagram et des choses qui évoluent, des évolutions de la plateforme, etc., moi, vraiment, en fait, je m'adapte. Je m'adapte, je sais que tout évolue et en même temps, j'ai envie de me dire heureusement parce que les gens se lassent très vite et que Mm. si on était toujours sur la même plateforme, toujours, franchement, si on était resté à Instagram dans les années 2010, C'est vrai, t'as raison. C'est tu vrai que vois, t'as raison, t'as raison. dans le fond, ça évolue et parce qu'en fait, tout simplement, les gens évoluent, leur mode de consommation de contenu évolue, etc. Et moi, je pense que aujourd'hui, et c'est l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est que si on ne fait pas preuve d'un minimum de flexibilité et d'adaptabilité, pardon, en fait, on est mort dans le game, quoi. Enfin, je veux dire, il faut être honnête aussi. C'est que, voilà, Instagram, ça a toujours évolué, tout évolue, toute entreprise évolue. Et donc, voilà. Après, je sais que parfois, c'est chiant. Moi, je suis la première, des fois, à pester contre Instagram parce que j'essaie de faire un truc et ça marche pas, ou qu'il y a des bugs, etc. Mais voilà, encore une fois, je m'estime ultra reconnaissante d'avoir une plateforme gratuite et un truc où, voilà, on ne paye pas. Après, pour ce qui est des nouveautés, des mises à jour, des choses qui arrivent, je regarde énormément. Alors, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais forcément, Mhm. je suis déjà les annonces de Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram. Et du coup, voilà, je regarde un petit peu s'il y a des nouvelles fonctionnalités. Et je dois avoir deux, trois comptes aussi, notamment les comptes anglophones américains, parce qu'ils ont souvent des fonctionnalités avant nous. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaie voilà, de me tenir aussi un peu à jour. Après, il y a souvent plein de projets, plein de nouveautés ou de fonctionnalités qui sont, voilà, on va dire, un peu en couveuse et qui ne verront jamais le jour. Mais voilà, je me renseigne un petit peu en amont, mais j'en parle pas, en général, j'en parle assez peu avant que ce soit sorti. Ok. Ça m'arrive, mais j'en parle assez peu avant que ce soit sorti parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est panique à bord chez tout le monde. Alors qu'il y a quand même des trucs super cool. Enfin, je veux dire, parlons de la programmation des réels. Enfin, je veux dire, Ah, ça a changé ma vie. Je dois le dire, clairement, ça a bah, changé pareil. ma vie.
Mais est-ce que tu vois, tu parlais tout à l'heure d'énergie et tu parlais de se mettre dans de bonnes conditions et de pas justement mettre tout sur la faute de la plateforme et d'essayer également de faire un travail en interne. Toi, c'est vrai que dans ton contenu, tu crées beaucoup autour du développement personnel, de la connaissance de soi, de se mettre dans de bonnes conditions. Et en fait, quand j'ai vu, moi, quand je consulte ton contenu, en fait, moi, il y a une première question qui m'est venue, c'est que toi, tu fais quand même des réels avec pas mal de visibilité. On est sur du 10 000, sur du 50 000. Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui te regardent. Et en fait, quand je me suis mise à ta place, je me suis dit, en fait, si moi, je devais créer des réels et que je devais être face à autant de personnes, c'est quelque chose qui m'intimiderait. Je ne serais pas à l'aise. Alors, je sais que l'objectif principal à chaque fois, c'est de se dire, je veux attirer plein de gens. Mais après, quand tu es dans la réalité, je me dis, ça doit être flippant en fait de dire j'ai quand même 50 000 personnes qui ont vu ma vidéo. Toi, comment tu fais pour te préparer par rapport à ça? Est-ce que tu as fait un vrai travail sur toi-même en disant de toute façon, je le fais pour ça? Ou est-ce que ça t'est un peu tombé dessus et tu t'es dit mais ok, c'est ouf, mais du coup maintenant je fais quoi? Ça a été quoi un peu la réflexion? Parce que je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe derrière une personne qui a autant de vues sur une vidéo. Ben, bon, déjà, j'ai pas une préparation digne d'un athlète, hein, pas de préparation mentale particulière. Après, pour rebondir, effectivement, au tout début, quand j'ai créé du contenu vidéo, forcément, en fait, tu vois, quand tu crées du contenu, on va dire, basique, du contenu, ce que je vais appeler statique, donc des carousels Canva, etc., entre guillemets, tu te mouilles pas trop parce qu'on te voit pas et que tu Mm. te caches un petit peu, tu vois, derrière des visuels. Et du coup, effectivement, tu as un peu moins peur du regard des gens. Et moi, je me souviens que j'ai commencé, ce qui m'angoissait énormément au tout départ, c'était de faire des stories face caméra. Donc bon, on peut en soi, tu vois, faire le lien avec les réels, ça reste du format Oui, vidéo. Ça m'angoissait, mais tu veux que je te dise qu'est-ce qui m'angoissait? C'était même pas ce que ma cible pouvait penser, donc ce que les gens qui pouvaient s'abonner parce qu'ils étaient vraiment intéressés par ce que je faisais pouvaient penser. C'était vraiment mon entourage. Mm. C'était mes anciens patrons, c'était mes amis ou alors les gens, tu vois, que j'ai connus quand j'étais plus jeune, etc. En fait, j'avais plus peur de ce jugement-là que du jugement de ma cible. Et en fait, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Franchement, je les ai squeezés, je les ai masqués. Genre, je voulais pas qu'ils voient tout ça. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, moi, je vis pas pour les autres. Je vis pas pour Mm. les autres. Si je fais du contenu vidéo, c'est juste parce que j'ai envie de parler à ma cible. J'ai envie qu'elle puisse mettre un visage derrière ce que je propose. Parce que si elle voit pas qui je suis, qu'elle perçoit pas mes valeurs, qu'elle perçoit pas ma personnalité, à un moment donné, je vais être, si tu veux, un peu au pied du mur. Je vais être dans une impasse où je vais attirer potentiellement des gens qui ne correspondent pas vraiment à ma cible, qui correspondent pas vraiment à mes valeurs, etc. Donc, en fait, je me suis un peu forcée. Et comme je disais, ça a été aussi step by step, tu vois. Ça a été step by step sur le niveau de confiance et on va dire de vulnérabilité, je peux dire, sur les réels. Aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement moi, franchement, dans mes réels. Je veux dire, quand on Mm. voit mes vidéos, que j'ai l'air complètement barjo parfois, genre, je suis vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Et franchement, j'en suis fière et c'est pour ça que je dis souvent que ça m'a permis de me révéler parce que ça a été une sortie de zone de confort, mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, tu vois, d'être aussi pleinement alignée et épanouie dans mon business et pas de me dire ouais, je me bloque à faire ci, je me bloque à faire ça, j'ai l'impression que c'est pas moi, que je renvoie pas la même image, etc. Donc vraiment, voilà, après, si je peux te donner un petit conseil, c'est que à travers la vidéo, il y a beaucoup de choses qui se ressentent. Et ça peut être justement le truc super chouette de faire des vidéos. On arrive à ressentir beaucoup de choses. Et du coup, moi, il y a un truc que je fais et que je faisais beaucoup au début, je le fais moins maintenant parce que ça y est, je suis rodée, mais il y a un truc que je faisais beaucoup au début avant de tourner des réels, je me mettais dans une bonne énergie, tu vois. Avant de tourner mes vidéos, je me mettais dans l'ambiance. Alors, moi, souvent, c'était musique, je m'éclatais. Mais voilà, en fait, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais vraiment, essayer de se poser et de se dire, voilà, je vais faire un truc là qui va me faire du bien, qui va me mettre dans la bonne énergie, que ce soit faire du yoga, de la méditation, danser, chanter, enfin, vraiment, faites ce que vous voulez. Mais comme ça, tu te mets dans une bonne énergie et après, tu tournes tes vidéos. Et honnêtement, ça se ressent à travers la vidéo. Parce que si tu es saoulé à l'idée de faire une vidéo, ça va se voir direct, hein. Donc voilà, ça c'est un peu le petit tips que je peux donner à propos de ça, de fait de se montrer dans la vidéo, dans les réels. Et est-ce qu'on va démystifier le truc, mais du coup, ça va vraiment dépendre de ta réponse. Le fait de faire 10 000 vues, 15 000 vues, 20 000, 50 000, est-ce qu'en termes de retombées chiffrées, du coup, tu as 50 000 personnes qui te contactent?
du contenu? Non, non, j'ai pas 50, non, carrément pas. Je veux dire, j'ai pas 50 000 personnes qui me contactent. Et très honnêtement, je ne veux pas. Et c'est Mm. ça qui est assez important aussi, c'est de se dire que, OK, vous voulez peut-être 10 000, 15 000, 100 000 vues. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond? Est-ce que c'est des vues que vous voulez? Non. Ce qu'on veut vraiment, c'est des clients. Et c'est ça qu'il faut se poser derrière nos objectifs quand on crée notre stratégie. Parce que les vues, c'est pas une finalité en soi. OK, ça peut t'offrir de la visibilité. Mais si tu as 100 000 vues auprès de gens qui sont absolument pas dans ta cible, ça ne sert à rien. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je mets derrière ces chiffres-là? Et non, j'ai pas 50 000 personnes qui me contactent parce que clairement, je serais sous l'eau. Je ne pourrais pas voilà, répondre à toutes les demandes. Je pense que j'aurais une charge mentale genre au max. Donc non, mais effectivement, quand même, il y a quand même des retombées chiffrées qui sont vraiment intéressantes. Que ce soit le nombre d'abonnés, même si, encore une fois, je mets vraiment entre parenthèses ce chiffre-là, parce que pour moi, c'est encore une donnée qui... On ne peut pas se focus uniquement sur celle-ci, en fait, ni sur le nombre de vues, parce que voilà, tu peux avoir 10 000 abonnés et personne qui te contacte. Et à l'inverse, tu peux avoir 200 abonnés. Moi, j'ai vendu un coaching. Mon premier coaching, je l'ai vendu, j'avais moins de 200 abonnés. Donc, ça prouve bien. Et pourtant, sur ce marché-là, il y avait full de monde quand même, hein. On était sur un marché ultra concurrentiel, qui l'est toujours d'ailleurs. Mais Mhm. du coup, tu vois, ça prouve bien que le nombre d'abonnés, etc., ça ne veut pas forcément dire nécessairement beaucoup de chiffre d'affaires. Dans mon cas, effectivement, les réels m'ont vraiment apporté, que ce soit chiffre d'affaires, que ce soit abonnés. Oui, il y a eu quand même beaucoup de choses hyper positives. Je veux dire, j'ai eu plus de 60% d'interactions en plus, Mm. d'engagement, de visibilité. J'ai gagné 7 000 abonnés en Ouais. faisant effectivement des réels. Mon chiffre d'affaires, il a triplé. Franchement, il a triplé et j'ai doublé mon nombre de clients. Donc, oui, c'est sûr que si c'est bien utilisé, ce format-là, il peut y avoir des retombées vraiment dingues. Mais encore une fois, il ne faut pas se dire, ah bah, Justine a dit ça, du coup, je veux ça et je vais avoir ça. En fait, je pense qu'il faut aussi réfléchir à la lumière de nos objectifs et pas forcément se comparer, parce que moi, j'ai pas le même parcours qu'une entrepreneur qui l'est depuis 10 ans. J'ai pas non plus le même parcours qu'une entrepreneur, baby entrepreneur, on va dire, qui s'est Mm. lancée il y a 2 semaines. Donc forcément, il faut, tu vois, regarder ça, mais avec de la flexibilité, de la souplesse et pas de rigidité et Et surtout pas de puis, charge mentale. mine de rien, enfin, c'est pas tombé du ciel. Il y a eu quand même, enfin, t'as quand même produit beaucoup de contenu et t'en produis toutes les semaines. Il y a une régularité qui est là et on le sait toutes les deux et c'est bien que les gens le retiennent pour avoir une stratégie de contenu, quel que soit le réseau social ou quelle que soit la plateforme que vous voulez utiliser. Votre meilleure arme, bien entendu, c'est votre stratégie, mais c'est surtout votre régularité. Et on le sait toutes les deux que produire du contenu, ça peut prendre du temps. Toi, aujourd'hui, quelle est ton organisation par rapport à ça? Est-ce que tu as réussi à trouver la bonne méthode ou tu fais encore toujours au feeling? Comment tu fais, toi, en interne pour être sûr de respecter cette régularité et de respecter cette stratégie que tu mets en place actuellement? Ouais, c'est clair que la stratégie, c'est vraiment un truc qui est important, mais on oublie souvent de parler de régularité. Et en fait, j'ai même envie de dire de discipline. Mm. C'est deux choses qui sont très liées. Et effectivement, si vous voulez avoir des résultats sur le long terme, il faut pas penser court terme, en fait. Il faut pas juste se dire, ah bah tiens, là, je vais créer plein de contenu pendant une semaine et puis après, vous désertez pendant 2 mois. Évidemment, ça, c'est sûr que c'est pas optimal, surtout quand on démarre. Après, quand effectivement, on a une plus grosse communauté, etc., on peut se permettre ce genre de petit écart et revenir et les gens ne seront pas partis. Mais néanmoins, c'est sûr que c'est pas non plus ce qui est le plus recommandé. Après, Mhm. en termes de régularité, en termes de production de contenu, moi, franchement, j'ai été dans les deux. J'ai été à un moment donné dans une phase de feeling où c'était au tout début de mon activité, où en fait j'avais quasiment que ça à faire parce que j'avais pas de clients encore. Et du coup, j'étais en train de bosser ce genre de choses-là et j'avais pas vraiment de structure. Je faisais un peu clairement au feeling. Et du coup, j'avais l'impression de faire que ça. Et alors, ça m'a, franchement, mais je trouvais ça chiant. Vraiment, je trouvais ça chiant. En plus, je faisais beaucoup de carrousel et c'est pas mon format préféré, même si maintenant ça va mieux. Mais à un moment donné, vraiment, j'en pouvais plus. Et après, tu vois, j'ai changé et j'ai trouvé cette méthode qui me convient. Et je pense que pour trouver la méthode qui nous convient, c'est vraiment de se dire déjà comment est-ce que je suis productive, comment est-ce que je suis efficace, quelle est ma journée aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas absolument vouloir se dire bah elle fait ça, donc moi je vais essayer ça, je vais me forcer à faire ça. Et non, parce qu'en fait ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Il faut essayer, ça c'est super important. Et ensuite on ajuste, on voit ce qui nous correspond ou pas. Moi personnellement, ma méthode d'organisation qui me permet
de pas trop me sentir sous l'eau, de, tu vois, de trouver le bon équilibre entre temps que je passe à créer et bah, le reste de tout mon business, tout ce qui est à côté. C'est vraiment je regroupe les tâches qui sont similaires. Donc, c'est ce qu'on va appeler un peu le batching. On en parle souvent, ça commence à être assez connu. Et c'est vraiment, je regroupe en fait et je prévois des journées vraiment focus création de contenu. En général, voilà, c'est souvent le lundi, mais pas tout le temps, mais voilà, souvent c'est le lundi et je me mets une journée focus création de contenu. Donc, je suis là, je viens, toutes les idées que j'ai eues, je viens les approfondir, je viens creuser, je viens écrire mes légendes. Ensuite, je passe, tu vois, à toute la création des visuels. Et en général, par contre, pas le même jour. Je me mets un jour spécifique, une matinée, 1 heure, 2 heures, grand max, pour le tournage de tous les réels que j'ai à tourner. Mais si tu veux, en amont, j'ai déjà préparé tout le script de tout ce que je vais faire. Et comme ça, au moins, bah, en fait, j'optimise vraiment mon temps et je passe pas 4 heures en fait à créer, tu vois, un contenu de A à Z en fait. J'essaie de vraiment regrouper les tâches similaires entre elles. Comme ça aussi, tu vois, je regroupe mes zones de productivité, mes zones de créativité, mes zones, tu vois, en fait, c'est vraiment important. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Après, je pense qu'il faut surtout s'écouter et faire en fonction de qui on est. Mais pour ça, il faut aussi faire pas mal d'introspection et comprendre qui on est et comment on fonctionne. C'est important. Ouais. Généralement, ça peut faire peur, surtout quand, en plus de ça, quand on voit autant de contenu, on se dit souvent, ça a dû lui prendre 10 heures. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en création de contenu, c'est pas réellement la production qui prend le plus de temps, c'est tout ce qu'il va y avoir en amont, tout ce qui va être la réflexion, la stratégie, les arguments, les exemples. Ça, tout ça, effectivement, peut prendre du temps. Après, effectivement, le passage à l'action, si tout est bien ficelé, ça peut être excessivement rapide. Toi, du coup, t'expliquais, du coup, tu travailles par bloc. Après publication de la vidéo, est-ce que tu laisses du coup tourner l'algorithme ou est-ce que tu as quand même une routine d'engagement comme le préconisent certaines personnes, il faut passer sur certains comptes, il faut communiquer avec les gens, il faut pas te déserter de la plateforme et tu as d'autres personnes qui vont te dire, parce que je l'ai déjà entendu, tu publies et de toute façon l'algorithme il est là pour ça, donc on va pas s'amuser à passer 2 heures à parler avec les gens. En gros, ça voulait ce que j'ai vulgarisé le truc, mais c'était ce que ça voulait dire. Toi, dans ton côté, comment tu mets les choses un peu en place? Est-ce que tu laisses travailler la machine et tu te dis, bon, j'ai fait mon taf maintenant de stratégie, ou est-ce qu'il y a quand même un complément à côté que tu considères? Moi, je pense que c'est un peu finalement un peu le juste milieu entre ces deux extrêmes que tu m'as annoncé. En fait, je suis pas là en train de publier un contenu et salut, je me casse, je vais plus jamais vous écrire et hâte qu'on soit au prochain contenu. Non, en fait, vraiment, alors je vais publier. Par contre, je vais pas forcément tout de suite aller regarder tous les commentaires actualisés 600 fois pour voir si j'ai des vues, pour voir si j'ai des commentaires. Vraiment pas parce que bah, j'ai du pain sur la planche. Donc à côté, tu vois, je vais continuer mes tâches. Par contre, je me mets vraiment des moments, j'essaye en tout cas, c'est pas le truc où je suis le plus régulière et la plus disciplinée, c'est clair, mais j'essaie de mettre des moments dans ma journée, souvent le matin, le midi et le soir, ou en tout cas un des trois, pour aller regarder en fait, pour aller répondre aux commentaires. Ça c'est important. Moi je réponds toujours aux commentaires, je réponds toujours aux messages et j'essaie de le faire de manière, voilà, dans un délai assez court. Après, par contre, je suis pas du tout là en train d'aller voir d'autres comptes, d'aller commenter Mm. non, parce qu'en fait, ça, pour le coup, moi, ça me fait perdre du temps. Et aujourd'hui, entre guillemets, j'ai ce luxe de pouvoir me permettre de pas trop le faire parce Mm. que dans le fond, j'ai déjà des gens qui me suivent, etc. Par contre, ça m'arrive de commenter des posts ou des réels, mais vraiment parce qu'en fait, ça me parle et que bah, j'ai envie d'interagir. Mais je ne mets pas forcément en place une stratégie avec des messages copier-coller avec qui je vais envoyer à tout le monde, etc. Après, ça, je pense que ça peut être utile effectivement au début pour se faire remarquer, pourquoi pas. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi, au lieu de passer trop de temps à faire ça, je pense qu'il faut aussi se focus sur le contenu concret, la qualité du contenu concret, avant même de vouloir absolument aller voir commenter des posts, parce que vous allez commenter des posts d'une nana qui a 100 000 abonnés, très bien, mais si bah, quelqu'un se décide d'aller cliquer sur de votre compte et que le contenu n'est pas pertinent, que c'est creux, que tout n'est pas encore bien mis en place et tout, en fait, ça ne servira à rien, vous allez perdre du temps. Donc, ouais, on va dire que je suis un peu comme ça, je suis un peu entre les deux, je déserte pas, Ok. mais je suis pas non plus en mode je t'écris, je te harcèle, voilà. Par contre, j'interagis, ça c'est clair que si on me pose des questions, je réponds, ou Oui. voilà, pour ça, il y a pas de sujet. Si les gens veulent savoir exactement tout comment tu fais, parce que là, on a parlé
de beaux résultats, faut le dire. J'allais dire de résultats assez performants, mais non, c'est de très, très beaux résultats même. Je sais qu'il y a plein de casquettes, tu accompagnes les gens de manière complètement différente. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment les gens peuvent travailler avec toi, nous parler aussi de Réel Toi, qui maintenant, je comprends, porte très, très, très bien son nom. Est-ce que tu peux un peu nous montrer comment on peut faire pour être accompagné avec Justine, du coup? Yes. Ben, pour bosser avec moi, en fait, moi, je bosse vraiment sur deux axes de travail. C'est le coaching ou la formation. Donc, pour le coaching, c'est une approche qui est assez globale et, comme je disais en tout début, qui touche au marketing, qui touche à la partie communication sur Instagram, qui touche à la vente. Donc, en fait, on peut venir bosser avec moi typiquement si on est en train de se lancer, qu'on vient de se lancer ou même qu'on est déjà lancé, mais qu'on veut créer des offres, qu'on veut les améliorer, qu'on veut optimiser sa page Instagram, qu'on veut travailler ses objectifs, sa vision pour y voir plus clair, pour être plus aligné à qui on est. Si on veut ben, mettre en place des stratégies de vente, que ce soit à travers Instagram, que ce soit en call découverte, voilà, qu'on veuille aussi, pourquoi pas, ben, remettre un peu d'organisation dans sa création de contenu, dans son business un peu de manière générale. Donc j'accompagne finalement, tu vois, autour de l'entrepreneuriat. On peut dire que, en fait, je suis un peu une copilote. Voilà, sur cette partie-là. Et ensuite, sur la deuxième partie, c'est effectivement ma formation sur les réels. Et donc là, c'est vraiment pour apprendre à faire des réels de A à Z, c'est-à-dire tout, en fait, tout, à la fois, tu vois, la partie stratégie, à la fois la partie vente, à la fois qu'est-ce qui est important à avoir absolument dans un réel. Euh, comment est-ce qu'on met en avant ces offres à travers les réels, comment on fait des réels, comment on fait des transitions, enfin vraiment, il y a tout de A à Z. On parle de storytelling, on parle de vente, on parle de transformation, on parle de client idéal. Il y a un gros focus sur le client idéal parce que c'est hyper important. Il y a focus sur les objectifs, enfin vraiment, c'est une formation qui est ultra complète où je donne beaucoup d'idées aussi de réels pour tous les secteurs d'activités, de prestataires de services, etc. Il y a beaucoup d'idées, il y a des éditions spéciales, Saint-Valentin, Noël, etc. et d'autres à venir. Il y a des lives, il y a un groupe Slack. J'analyse aussi des réels toutes les semaines, les réels, mais de mes élèves. Toutes les semaines, j'en analyse trois. Donc vraiment, franchement, j'en suis hyper fière. C'est mon bébé, ce truc. Et oui, comme tu dis, je l'ai appelé Réel Toi parce que en fait, ça m'est venu tellement instinctivement que vraiment, c'est ça, en fait. Ça a été très révélateur pour moi. Et j'ai envie, en fait, que les gens, les entrepreneurs aujourd'hui, particulièrement les femmes, puissent justement se révéler aussi à travers les réels et arrêter de le voir toujours comme un format qui est galère, qui est compliqué, Mm. qui ne fait pas obtenir de résultats dans son business, etc. Vraiment. Et surtout qu'on se dise, j'ai pas besoin de rentrer dans une case pour faire des réels, j'ai pas besoin de danser obligatoirement dans les réels, j'ai pas besoin. Voilà. En fait, c'est de se servir de ce format, de l'adapter à qui on est et d'être percutante, d'être impactante pour notre client idéal, de devenir magnétique et de se démarquer à travers ce format, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça vaut à la fois pour les personnes qui en font déjà, qui n'ont pas trop de résultats, mais aussi pour les personnes pour le coup, démarrent vraiment, font leur premier pas avec les réels. Elle est ultra complète, il y a des tutos, voilà. Il y a des tutos et je suis très présente en vrai, voilà. Y a pas, c'est pas un coaching, mais je suis franchement ultra présente et toutes les personnes qui sont déjà, donc on est plus de 95 aujourd'hui, peuvent le dire et le disent souvent d'ailleurs que je suis Ouais, très très. les résultats sont fous sur Instagram. Vous pouvez aller voir. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous aurez accès à tout. Merci beaucoup, en tout cas, Justine, pour ta fraîcheur et pour tous ces conseils. C'était un vrai, vrai plaisir. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi et je te dis à très bientôt aussi. Bye.